Bonjour, aujourd'hui on se penche sur l'avis formel de l'EBA concernant les modifications que la Commission européenne souhaite apporter aux normes techniques sur le risque opérationnel. C'est un sujet technique mais avec des enjeux bien réels. Pour être tout à fait précis, notre décryptage s'appuie exclusivement sur ce document officiel, publié par l'EBA le 22 avril 2026. On va décortiquer ensemble les points qui comptent vraiment. Alors, voici le programme. On va commencer par le contexte pour bien comprendre de quoi on parle. Ensuite, on ira droit au cœur du principal désaccord technique, le calcul du fameux Business Indicator. Puis, on verra la question de la matérialité, les quelques points de consensus, et pour finir, les recommandations très claires de l'EBA. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Cet avis de l'EBA, en fait, c'est une réaction à l'intention de la Commission de modifier plusieurs projets de normes techniques réglementaires, les RTS, sur le risque opérationnel, et surtout de les fusionner en un seul texte. Et ce qui ressort tout de suite, c'est que l'EBA qualifie les changements de la Commission de substantiels. Ce n'est pas anodin. Derrière ce mot, il y a deux grosses inquiétudes. D'une part, s'assurer que le cadre prudentiel reste solide, et d'autre part, garantir que les règles du jeu soient les mêmes pour tout le monde, le fameux level playing field. On arrive maintenant au point de friction principal, le vrai nœud du problème. Ça concerne la méthode de calcul de l'indicateur d'activité, le Business Indicator ou BI. La divergence est assez nette. D'un côté, la Commission propose une sorte de modèle hybride. Elle suggère de permettre aux établissements de combiner l'approche comptable, la A, et l'approche par périmètre prudentiel, la PBA. En face, la position de l'EBA est beaucoup plus tranchée. C'est un choix exclusif, soit l'une, soit l'autre, mais pour la totalité du bilan, pas de mélange. Et pour justifier cette position stricte, l'EBA avance 4 arguments techniques. Premièrement, cette approche mixte n'est tout simplement pas alignée avec les standards de Bâle 3. Deuxièmement, et c'est un point crucial, ça ouvrirait la porte à de l'arbitrage réglementaire. Troisièmement, il y a une incohérence conceptuelle à mélanger des métriques de flux avec des métriques de stock. Et enfin, ça compliquerait la vie de tout le monde, que ce soit pour les institutions ou pour les superviseurs. Cette citation tirée de l'avis résume parfaitement la crainte principale de l'EBA. Le risque, c'est que les banques fassent du cherry picking, qu'elles choisissent pour chaque segment de leur bilan l'approche qui les arrange le plus pour faire baisser les exigences en capital, sans que le risque réel ait diminué d'un iota. Passons au deuxième grand sujet de désaccord. Il s'agit de l'introduction par la Commission d'un critère de matérialité dans les processus de gouvernance et de supervision. Une flexibilité qui, pour l'EBA, pourrait avoir des conséquences assez sérieuses. Et ça pose une question de fond finalement. Cette idée de matérialité, est-ce une bonne chose, une simplification qui apporte de la souplesse, ou est-ce que ça introduit une subjectivité qui pourrait affaiblir la rigueur et l'homogénéité de la supervision à travers l'Europe? Concrètement, où est-ce que ça coince? Le tableau le montre bien. D'abord, sur la notification du périmètre de consolidation. L'EBA dit en substance que si chaque établissement définit lui-même ce qui est matériel ou non, la supervision devient un casse-tête. Et pour la compensation des couvertures, l'argument est encore plus simple. La notion de matérialité est jugée inutile. Le principe de base est déjà clair. On ne reconnaît que la part de la couverture qui couvre effectivement le risque. Mais attention, il faut être juste, l'avis de l'EBA n'est pas un rejet en bloc de tout ce que propose la Commission. Il y a aussi des points d'accord, notamment sur certaines simplifications techniques. L'EBA est tout à fait favorable à des ajustements qui relèvent du bon sens opérationnel. Par exemple, une notification plus rapide en cas de fusion-acquisition, c'est plus pragmatique. Réduire l'historique de pertes exigées pour les entités qui sont vendues de 10 à 5 ans, c'est une simplification bienvenue. L'EBA voit ça comme des allègements bienvenus et proportionnés. Tout ça nous amène logiquement à la fin de l'avis, qui se conclut par des recommandations très concrètes adressées à la Commission pour sortir de l'impasse. Et ces recommandations sont on ne peut plus claires. Premièrement, on supprime l'approche hybride AA/PBA. Deuxièmement, on enlève toutes les mentions à la matérialité dans les articles concernés. Et troisièmement, on clarifie les obligations de reporting pour s'assurer qu'elles empêchent bien l'arbitrage, sans pour autant créer une charge de travail démesurée. Parce qu'au fond, derrière toutes ces discussions techniques, l'objectif final de l'EBA est limpide. Il s'agit de maintenir un cadre de mesure du risque qui soit à la fois robuste, harmonisé pour tout le monde et prudent. Tout ça au service de la stabilité financière. Finalement, ce débat technique soulève une question d'équilibre bien plus large. Dans cette recherche de stabilité financière, où est-ce qu'on doit placer le curseur entre une prudence réglementaire stricte et une certaine flexibilité opérationnelle pour les établissements? C'est tout l'enjeu de l'arbitrage que la Commission va devoir faire.